Le parcours de Samuel est impressionnant pour deux raisons. La première, parce qu'il a dû se battre physiquement à chaque instant durant sa maladie pour finalement obtenir un traitement innovant. La seconde, parce que sa maladie lui a permis de rencontrer la femme de sa vie. Ce combat, ils l'ont mené ensemble. Aujourd'hui, ils acceptent de le partager. Samuel est en mission en Libye depuis 3 mois. Cela fait 3 semaines qu'il souffre de sueur nocturne et rencontre des difficultés respiratoires. Son métier implique une activité physique intense, mais à aucun moment, il n'imagine que son état de santé est préoccupant. Les soins sur place sont précaires. Courageux, il serre les dents et tient le coup. À son retour en France, chez sa maman, il retrouve ses amis. Sous leur regard, il prend conscience que son visage gonflé, sa respiration difficile et sa toux particulière sont des symptômes inquiétants. Après ce constat, il consulte son médecin généraliste qui lui prescrit une prise de sang. Au vu des résultats, on lui recommande de se rendre aux urgences de l'hôpital d'Angers. Du 9 au 12 mai 2018, Samuel réalise une batterie d'examens. Il a dû attendre plus de 8 heures dans un box pour apprendre à 3 heures du matin par une interne qu'il avait une masse anormale et très volumineuse au médiastin. Son diagnostic n'est pas bon. À cet instant, Fanny entre dans la vie de Samuel. Elle est interne en pharmacie à l'hôpital d'Angers et s'occupe de la mise en place de son traitement. Après plus d'1 semaine d'examen et d'hospitalisation, il apprend qu'il est atteint d'un lymphome non-hodgkinien à grande cellule B. Un premier essai de chimiothérapie lui est administré afin d'évaluer la réaction de son corps. Le 20 mai, Samuel fête ses 26 ans. Il décide de le passer en tête-à-tête avec Fanny. À présent, la lutte se fera ensemble. 6 à 8 cures de chimiothérapie sont donc prévues. Ce traitement étant lourd, le couple prévoit de se changer les idées entre chaque cure en s'organisant des moments de break les plus sympas possibles. Des week-ends successivement à Barcelone, Andorre, La Baule, le Grau-du-Roi, l'île d'Oléron, Cadaqués, où ils font des randonnées, des virées en bateau, sont alors reprogrammés. Ils profitent alors des plaisirs de la vie. Et les nouvelles sont positives. La masse tumorale a considérablement rétréci. En octobre, Fanny rejoint Nantes pour terminer ses études et Samuel reprend son activité professionnelle à Lyon. Ses radiothérapies sont toujours programmées à Angers du 12 novembre au 12 décembre 2019. Ils sont heureux car aucun changement physique ne s'opère. À part ses cheveux, Samuel est en très bonne forme physique. Les fêtes de fin d'année approchent et l'hématologue est très confiant. Samuel arrête ses traitements et la prochaine visite de pré-rémission est programmée au 8 avril 2019. Heureux, le couple s'envole vers New York pendant 10 jours pour célébrer cette excellente nouvelle. De retour en France, le 7 janvier, Samuel fait une partie de tennis. Il en ressort avec une importante douleur aux pectoraux et des courbatures. Il ne s'inquiète pas plus que cela compte tenu de son état de santé plus trop fragile. Mais au bout de 3 semaines, une boule apparaît. Fanny demande une consultation en urgence avec l'hématologue d'Angers. Il décide de se paxer le 2 février pour que Fanny puisse être aux côtés de Samuel de façon légitime compte tenu des derniers événements. Le 8 février, une consultation a lieu. Mais rien d'alarmant n'est constaté. Finalement, l'hématologue rappelle en fin de journée en émettant un doute et demandant une biopsie. Pour des raisons professionnelles, Fanny est obligée de se rendre en Turquie. Elle demande au médecin que les résultats de la biopsie lui soient communiqués à son retour de voyage. Durant une dizaine de jours, Samuel reste chez les parents de Fanny et se sent rassuré, tous deux étant médecins. Le médecin tourne autour du pot avant d'annoncer la mauvaise nouvelle, la présence de nouvelles cellules cancéreuses. Déménageant à Lyon, Fanny et Samuel demandent à ce que le dossier de celui-ci y soit transféré. Fanny savait qu'il y avait un centre de référence en hématologie. Fanny se retrouve logée à la caserne des gendarmes de Lyon avec Samuel, un peu perdu dans une ville encore inconnue. L'hématologue qui reçoit Samuel est plutôt positive. Elle le rassure et lui dit qu'elle va tout faire pour le guérir. 2 séances de chimiothérapie d'1 semaine sont mises en place pour pouvoir réaliser une autogreffe. En seulement 2 jours, la masse a considérablement réduit. Heureux de cette nouvelle, ils décident de confirmer leur semaine au ski déjà programmée. Malheureusement, après cette première journée sur les pistes, Samuel ressent d'énormes douleurs aux pectoraux et des difficultés à respirer, avec de fortes sensations d'étouffement. Après de nouveaux examens, la masse a réaugmenté. La chimiothérapie ne fonctionne pas. L'optimisme de l'équipe médicale s'amenuise. La situation nécessite un temps de réflexion. Le stress prend le pas sur l'espérance. Un traitement par cellule CAR-T est envisagé après concertation de l'équipe médicale. Mais pour cela, il est impératif de stabiliser, voire au mieux de faire régresser la maladie. Dans cette optique, une nouvelle chimiothérapie lui est administrée, mais sans succès.
Un autre traitement est alors mis en place. Les lymphocytes T sont toutefois prélevés entre la 3e et la 4e ligne de chimiothérapie et l'injection des cellules CAR-T est programmée la semaine du 15 mai 2019. Nous arrivons en 4e ligne de chimiothérapie, mais malheureusement le lymphome ne fait qu'évoluer. Les boules sont très douloureuses et se multiplient. Le traitement par cellules CAR-T risque de plus en plus d'être mis en péril. Le 10 mai, un PET scan est réalisé afin d'évaluer l'avant et l'après-traitement. Les médecins sont inquiets, la maladie est devenue très invasive. Samuel a désormais des difficultés à marcher. Il est essoufflé et son état de santé se dégrade de jour en jour. Fanny tente de le masquer autant qu'elle le peut au médecin. Elle secoue Samuel pour qu'il puise son peu d'énergie afin de se présenter le mieux possible devant les médecins. Le timing est très limite, son état se dégrade trop rapidement. Il dort très peu, seule la position assise lui permet de somnoler. Ses boules ont déchiré la peau de son torse, il respire comme un nourrisson. Son organisme est gonflé et affaibli. À partir de ce moment, Samuel se mure dans un silence mutique. Il manifeste un état dépressif, faisant suite aux échecs thérapeutiques. Fanny est très stressée mais continue de se battre. Les médecins proposent à Samuel, pour soulager ses souffrances, de lui administrer de la cortisone. Fanny s'y oppose formellement, elle sait pertinemment que cela pourrait compromettre l'administration des cellules CAR-T. Les médecins insistent et promettent d'administrer seulement 3 jours de cortisone sans que cela soit un frein au traitement. Fanny et Samuel acceptent, mais Fanny fait promettre à l'équipe médicale de ne pas remettre en cause cette décision après coup. Nous sommes à 1 semaine de l'injection. Une chimiodaplasie va être administrée à Samuel. La veille au soir, il se sent très mal. Fanny appelle le service pour savoir s'ils peuvent se présenter plus tôt à l'hôpital. Un médecin de garde répond à l'appel. Sans empathie et à la grande stupéfaction du couple, il leur annonce à 23h que suite à la tenue le jour même d'une réunion de concertation pluridisciplinaire, Samuel n'aura pas de traitement par cellules CAR-T. La violence de cet échange fait s'écrouler tous leurs espoirs. La nuit se transforme en un véritable cauchemar. Après beaucoup de difficultés, le couple se rend le lendemain à l'hôpital. Les marches d'escalier pour Samuel sont des obstacles interminables. Ils arrivent tant bien que mal dans sa chambre. Un nouvel interne se présente après les avoir fait attendre une bonne partie de la matinée et leur confirme la décision de ne pas faire les CAR-T compte tenu de son état de santé. À la place, un traitement sous immunothérapie lui est proposé en précisant que celui-ci avait 30% de chances de fonctionner. Samuel est anéanti. Fanny, professionnelle de santé, n'a jamais été irrespectueuse avec ses collègues, mais dans ce contexte, elle s'emporte et demande à l'interne pourquoi avait-il fait ce métier. Si c'était pour faire plaisir à ses parents ou s'il avait cette petite étoile qui l'animait avec la volonté de sauver des vies. Au même moment, Fanny va chercher Marlène, l'infirmière coordinatrice et seule personne de confiance. Elle comprend qu'un vote a eu lieu en faveur du traitement. Elles décident ensemble de faire écrire une lettre par Samuel. Fanny demande à voir immédiatement l'hématologue afin qu'il refasse une réunion de concertation pluridisciplinaire et réévalue la décision. Le mutisme dans lequel s'est enfermé Samuel inquiète les médecins. Samuel ne voulait plus parler, déçu par les échecs des différents traitements. Fanny a dû prendre les choses en main pour le convaincre de parler et qu'elle puisse écrire. Le couple prépare cette lettre où Samuel explique qu'il veut vivre, qu'il a des rêves et surtout qu'en qualité de pompier, son premier emploi, il n'aurait jamais laissé une personne mourir. La deuxième décision est votée. Le traitement par cellules CAR-T est accepté à condition qu'il supporte sa semaine de chimiothérapie avant l'injection du traitement. Parallèlement, Samuel est mis sous oxygène pour l'aider et Fanny reste à ses côtés chaque nuit dans des conditions précaires car elle n'est pas autorisée à dormir à l'hôpital. Le 20 mai, Fanny prépare une surprise pour les 27 ans de Samuel. Elle réussit à réunir sa famille et ses amis. Elle décore sa chambre avec des photos Polaroid, des guirlandes lumineuses. Tous les souvenirs sont là pour donner courage et une part de rêve à Samuel. La photo du couple à New York City est devant ses yeux avec une phrase inscrite en dessous qui résonnait en eux chaque jour. Aujourd'hui mieux qu'hier et moins bien que demain. Les parents de Fanny viennent les week-ends et organisent des pique-niques autour de l'hôpital. Samuel est en fauteuil roulant, sa faiblesse physique ne lui permettant plus de marcher. Le 22 mai, l'injection des cellules CAR-T est réalisée. La perfusion dure 30 minutes et se passe extrêmement bien. Samuel, qui avait perdu le sourire depuis de nombreuses semaines, alors que c'est un homme joyeux, se remet enfin à sourire. Mais dès le soir, sa température monte pour atteindre des sommets, et ceci pendant plus d'1 semaine. Ses nuits sont agitées. Le chariot mesurant les constantes de température, tension, rythme cardiaque arrive toutes les heures et devient un véritable cauchemar pour eux. Chaque jour, les nouvelles sont de moins en moins bonnes. L'horizon s'assombrit et l'équipe médicale s'inquiète.
Les médecins évoquent deux hypothèses. Le cancer prend le dessus avec une masse tumorale grossissante, où il se produit ce que les médecins appellent une tempête de cytokines, la production de nombreuses molécules par le système immunitaire provoquant des effets indésirables. Fanny est désormais seule contre tous. Samuel ne communique presque plus. Elle ne peut exprimer ses angoisses à personne, car personne ne la réconforterait. Marlène reste l'unique personne bienveillante qui lui esquisse régulièrement non pas un sourire de pitié, mais un sourire l'encourageant à continuer d'y croire seule. Le 1er juin, Samuel ne va pas bien. Il n'a aucun souvenir de fin avril à fin mai. Samuel n'arrivant pas à s'allonger à cause de la douleur malgré la morphine, il est impossible de réaliser un scanner. Le couple ne souhaite plus connaître les résultats. Cependant, Fanny reste convaincue de la guérison de Samuel. Tout le monde autour d'eux voit la situation se dégrader. Fanny se sent seule. Samuel est dans son silence. Michel, une infirmière de nuit avec qui ils ont créé un lien, fait partie de leurs petits anges gardiens et les rassure. Michel, positif quelle que soit la situation, grâce à son expérience, n'a jamais paniqué et bien au contraire a su mettre les bons mots sur les bonnes situations, à chaque fois positif et rassurant. Un soir, Samuel fait une crise de panique. Il s'affole jusqu'à pousser des petits cris. Il a des hallucinations et demande à Fanny et sa mère de faire attention aux crapauds. Le lendemain soir, il tient encore des propos incohérents et Fanny s'inquiète. La dose de morphine est diminuée, mais le corps de Samuel gonfle énormément. Ses bras, ses pieds et ses jambes sont énormes. Sous l'effet des médicaments, il redevient tout mince. L'effet yo-yo se produit ainsi toute la semaine. Un soir, alors qu'elle rentre exceptionnellement dormir chez elle avec ses parents, elle reçoit des SMS incohérents qui n'ont aucun sens. Le lendemain, elle retrouve Samuel criant comme un fou, puis s'envoie le regard vide. Il n'arrivait pas à parler. Le médecin lui administre un anxiolytique et annonce à Fanny qu'ils ont réussi à réaliser un scanner. La masse tumorale de Samuel a énormément grossi et son pronostic vital est très mauvais. Il vit certainement ces derniers jours. Samuel est intubé et emmené en réanimation sous les yeux de Fanny. Fanny apprend du médecin qu'il s'agit probablement d'un choc hydrique suite aux médicaments pour l'œdème mais qu'il n'y a pas de séquelles cérébrales. Samuel est dans le coma quand Fanny le rejoint et s'endort contre lui pour une terrible nuit. L'équipe médicale allait réveiller Samuel et prévient Fanny qu'il risquait d'être agité. Samuel se réveille, content mais pas complètement normal. Il fallait le tenir car il avait une attitude de bébé. 2 jours plus tard, il se remet à faire des bruits et à avoir des attitudes étranges. Il a une forte température, des bouffées délirantes liées à la morphine ou à la température. Samuel est crispé, il crie. À 4 heures du matin, ne sachant pas ce qu'il se passe, Samuel cherche, ne comprend pas. Son corps lutte. Une batterie d'examens est faite, dont un électroencéphalogramme. Rien n'est trouvé. Fanny voit le médecin qui lui annonce une ultime fois le pronostic très pessimiste de Samuel. Fanny, choquée, décide d'écrire une lettre à ce médecin pour comprendre ce pronostic et expliquer l'importance de la volonté humaine face aux études et aux chiffres. 3 jours plus tard, Samuel se réveille toujours délirant. Il raconte qu'on a essayé de le tuer. En fait, il revivait son déchocage. 3 semaines après son entrée en réanimation, un PET scan est réalisé. Grande surprise, la masse tumorale est dépassée de 24 cm à 19 cm. Cette nouvelle est inespérée et tous les regards dans le service ont changé, tout le monde est soulagé. La lutte menée par Samuel l'a fait énormément maigrir. Il a perdu 30 kg, il a encore de l'eau dans les poumons et les examens montrent qu'il reste encore quelques cellules lymphomateuses. Un traitement complémentaire par immunothérapie supprimera progressivement toutes les cellules cancéreuses. Le 23 juin, Samuel quitte le service de réanimation pour intégrer celui d'hématologie. 3 jours après, il quitte l'hôpital et n'y retourne qu'une fois toutes les 3 semaines pour suivre son traitement en immunothérapie. 3 mois après le traitement par cellule CAR-T, soit le 7 août, Samuel fait un PET scan montrant qu'il n'y a quasiment plus aucune trace de son cancer. Le parcours de Samuel n'est pas complètement terminé car il doit avoir une greffe de peau pour soigner définitivement la plaie de son torse liée à sa tumeur. 6 mois plus tard, lors du PET scan réalisé en janvier 2020, Samuel apprend sa rémission totale. Il reprend tranquillement le cours de sa vie. À présent, Samuel et Fanny préparent leur mariage qui aura lieu l'année prochaine.